Bon, je trouve qu'il y a beaucoup de pessimisme comme ça maintenant dans le monde. On parle de décroissance, on ne va pas s'en sortir, des choses comme ça. Je trouve en fait qu'au niveau technologique, il y a quand même plein de bonnes nouvelles pour régler un peu tous ces problèmes écologiques très très sérieux auxquels on va faire face. Et la première bonne nouvelle, c'est le prix des énergies renouvelables. On a vu que 80% de nos émissions de gaz à effet de serre, plus de 80% venaient de la combustion de combustibles fossiles. Et la raison est simple, pourquoi est-ce qu'on brûle les combustibles fossiles? Parce que uniquement, c'est plus cher en fait que de consommer des énergies renouvelables. Mais maintenant, quand on regarde le prix des énergies renouvelables, on sait arriver à des endroits du monde, par exemple, où le photovoltaïque est à 15 € par mégawattheure. 15 € par mégawattheure, ça nous dirait, mais le prix du pétrole par mégawattheure est de l'ordre de 40 € par mégawattheure. Avec 15 € par mégawattheure, vous n'allez même pas faire de l'électricité avec du charbon qui est aussi bon marché. Le prix du gaz, par exemple, sur les marchés gros aujourd'hui, en Europe, est de 18 € par mégawattheure. Donc vous pouvez mettre maintenant la main en fait, sur des ressources en fait, renouvelables qui sont vraiment extrêmement bon marché. Et la majorité des gens pensent, en tout cas pour le photovoltaïque, qu'on va descendre d'ici 2022-2023 à du 10 € par mégawattheure. On arrive presque dans une configuration en fait, où l'électricité renouvelable, l'énergie renouvelable devient quasi gratuite. Et c'est un immense changement de paradigme qui est en train d'arriver dans le secteur de l'énergie. Alors bien entendu, nous on ne sait pas avoir, vous ne savez pas toujours payer votre électricité à 10 € par mégawattheure. Vous avez toutes ces intercommunales qui vous prennent énormément d'argent à réaliser, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi qu'en Belgique, vous n'avez pas des champs solaires magnifiques. Vous n'êtes pas comme dans le désert d'Atacama, au Chili, où un panneau photovoltaïque va produire 2,5 à 3 fois plus d'électricité qu'un panneau photovoltaïque en Belgique. Et il y a aussi le problème en fait, de fluctuation des énergies renouvelables qui fait en sorte en fait, que ça ajoute au coût d'investir dans du stockage par batterie, par hydrogène. Et voici une simple idée en fait, qui vous permettrait de prendre, en fait, de pouvoir en fait, avoir accès à des énergies renouvelables hyper bon marché, c'est la construction d'un réseau électrique international. Donc maintenant, vous avez un réseau électrique européen, vous en avez plusieurs aux États-Unis, quelques-uns en Amérique du Sud, beaucoup en Afrique, plusieurs en Asie. En les connectant, tous ces réseaux ensemble, en fait, vous mutualiseriez en fait, les ressources en termes d'énergie renouvelable, et hop, déjà le problème de fluctuation des énergies renouvelables, il disparaît complètement. Quand c'est midi ici en Europe, c'est 6 h du matin aux États-Unis. 6 h du matin aux États-Unis, vous voyez la courbe de charge au niveau électrique, les gens se réveillent, la courbe de charge qui commence à croître très rapidement. Vous pourriez exporter votre électricité photovoltaïque aux États-Unis. Inversement, quand c'est midi aux États-Unis, vous pourriez importer, en fait, donc les 6-7 h du soir en Europe, vous pourriez importer l'électricité en fait, vers l'Europe. Un des autres gros problèmes du photovoltaïque, le photovoltaïque même ici en Europe, en Belgique, ça ne coûte plus grand-chose, mais un des gros problèmes en euros par mégawattheure, donc en euros par unité d'énergie produite, c'est la fluctuation intrasaisonnière du photovoltaïque. Un panneau photovoltaïque en Europe, ici en Belgique, va vous produire 3 fois plus d'énergie pendant les 6 mois les plus ensoleillés que pendant les 6 mois les moins ensoleillés. Et donc vous devriez stocker d'immenses quantités d'énergie pour gérer cette fluctuation intrasaisonnière beaucoup trop chère. Et si vous connectez toute la planète, tous les réseaux électriques de la planète ensemble, mais plus de problème de fluctuation intrasaisonnière, puisque quand c'est l'été dans l'hémisphère nord, c'est l'hiver dans l'hémisphère sud et inversement. Donc vraiment super. Donc plus de problème de gestion du renouvelable. Et pour l'éolien, c'est la même chose. Donc, si on connecte uniquement l'énergie éolienne au niveau de l'Europe, vous pouvez vous retrouver avec des périodes en fait, de temps pendant 15 jours au niveau européen, quel que soit l'endroit où vous mettez vos éoliennes, des périodes pendant lesquelles vous n'avez quasi pas d'énergie éolienne. Vous connectiez par exemple l'Europe avec la côte est du Groenland, là ici, vous n'auriez plus jamais ce problème de fenêtre de temps pendant laquelle vous n'avez pas d'énergie éolienne. Pourquoi? Parce que prenons vraiment le Groenland ici. Le Groenland, qu'est-ce que c'est? C'est une immense montagne de glace. Au centre, c'est 3 km de haut. Et cette montagne de glace, en fait, elle refroidit l'air par un phénomène d'irradiance. Et l'air devenant plus froid, en fait, a tendance à s'écouler en fait, le long de cette montagne de glace. Donc elle s'écoule du côté gauche et du côté droit. Et du côté droit,
cet air qui s'écoule s'ajoute au vent de circulation générale qui est dû à des gradients de température qui circulent de gauche à droite. Et vous avez par exemple des vents extrêmes en fait, qui sont ici sur la comtesse du Groenland, qui sont complètement décorrélés. J'ai fait l'étude pour le gestionnaire de réseau de transmission français qui envisage de connecter la France au Groenland, qui sont complètement déconnectés, en fait, décorrélés des vents européens. Donc vous pouvez vous retrouver dans un contexte comme ça, rien qu'en interconnectant ces deux endroits-là, à avoir en fait des sources d'éoliennes beaucoup plus constantes que si vous uniquement vous les mutualisiez au niveau de... Donc vraiment, on rentre en fait, ce réseau est en train d'être construit, hein, les Chinois, par exemple, les Chinois le construisent. Les Chinois ont créé une organisation qui s'appelle GateCo. Il y a déjà 300 personnes qui travaillent dans cette organisation, dont le but, c'est uniquement de faire du lobbying et des études au niveau international pour faciliter la création en fait, de ce réseau électrique. Donc on arrive vraiment dans un paradigme maintenant qu'on n'avait pas vu venir, il faut être honnête, on n'avait pas vu venir il y a 10 ans, où en fait l'électricité, l'énergie verte en fait, est hyper bon marché. Et il y a la potentialité de mettre toutes les autres sortes d'énergie complètement au business, donc toutes les énergies fossiles complètement au business, pour autant en fait qu'on construise la bonne infrastructure électrique. Et ça change vraiment complètement tout ce qu'on vous a jamais raconté en fait au niveau écologique. On a parlé énormément des problèmes, par exemple, de l'alimentation des gens. Hein, on va passer de 7 milliards à 11-12 milliards en 2050. Ça va mettre une pression immense en fait, sur tout ce qui est surface agraire. Hein, il va falloir déforester, des choses comme ça. Mais vous pourriez aussi très bien imaginer tapisser en fait, le Sahara, une partie du Sahara de panneaux photovoltaïques, refaire venir cette énergie vers des fermes en fait, immenses où vous pourriez cultiver en fait, sous l'emplette alimentée par cette énergie solaire extrêmement bon marché du Sahara, des plantes en fait. Des plantes. C'est des modèles qui deviennent tout à fait plausibles. Et dans cet endroit-là, dans ces environnements parfaitement contrôlés, où contrôler l'humidité, les nutriments que vous apportez aux plantes, la luminosité, la fréquence, la plante elle est parfaitement heureuse. Il n'y a pas de limace qui la mange, il n'y a pas de puceron. Vous pouvez faire une nourriture extrêmement saine, non polluée, et par mètre carré en fait, d'usine, vous pouvez empiler des centaines et des centaines d'étages de plantes. Ce type d'usine en fait, de plantes existe déjà au Japon. Il y a déjà des usines au Japon qui nous sortent 10 000 salades la journée. Donc ça offre vraiment cette énergie bon marché, offre vraiment d'immenses potentialités en fait, pour résoudre en fait, le problème d'alimentation des êtres humains. Et là, je vous entends, vous dites, ah non, il n'y a pas question de vendre une plante en fait, qui vient d'une usine, en fait, des choses comme ça, vous demandez qu'elle pousse dans le sol. Et on sait bien que quelque chose de merveilleux qui est arrivé maintenant en agriculture, on va l'appeler la permaculture, la polyculture, le fait en fait, de regrouper différentes plantes qui servent à vous mettre ensemble dans un champ, qui permettrait aussi en fait, d'augmenter la productivité des champs, d'éviter aussi d'avoir trop de pesticides, d'insecticides et d'engrais. Et on sait aussi que le problème de ce type de culture-là, un vrai problème, en fait, c'est le fait que vous savez difficilement mécaniser ce type de culture-là. Un gros champ de blé, c'est facile, vous plantez avec un gros tracteur, en fait, vous semez en fait, vos grains de blé, et puis, j'ai envie de dire, quelques mois après, vous avez une grosse moissonneuse-batteuse, des choses comme ça, et vous récoltez le blé, ça se fait très facilement, et il y a très bon marché. Si vous allez vers des cultures beaucoup plus écologiques, comme ça, avec des complémentarités entre le type de céréales, vous avez pu le faire, en fait, dans des choses comme ça. Et parallèlement, en fait, et je pense que c'est les deux gros changements qui sont en train d'arriver dans nos sociétés à l'heure actuelle, parallèlement à cette énergie extrêmement bon marché et abondante qui arrive, vous avez le développement de l'intelligence artificielle qui est en train d'arriver. Ce domaine-là est en train réellement d'exploser. Et vous pouvez imaginer, avec cette intelligence artificielle, construire en fait, des robots en fait, qui seraient capables en fait, de voyager dans vos cultures de manière intelligente et de faire le travail que des êtres humains n'ont plus envie de faire. Donc les polycultures, l'agriculture biologique, c'est très bien. Mais je discutais avec quelqu'un qui a justement fait dans l'agriculture biologique du côté de Charleroi. Moi, j'ai jamais entendu dire que Charleroi rimait avec plein emploi, des choses comme ça.
Il disait, Damien, je n'arrive pas à trouver des gens qui veulent venir travailler vraiment dans mes champs. Je n'arrive pas. Les gens ne veulent plus être à quatre pattes dans un champ ou à couper dans un champ. Et grâce à ces robots-là, vous pourriez développer, ils feraient le travail en fait que des êtres humains feraient autrement, et développer cette culture durable. J'aime bien l'exemple des insecticides. Les insecticides, dans l'agriculture traditionnelle, je veux dire un peu industrielle, c'est super important, les insecticides. C'est un truc qui tue les insectes. Si vous n'avez pas d'insecticides, vous n'avez plus de culture. Appelons un chat, Donc c'est dégueulasse que vous balancez sur vos champs. Mais en gros, si vous n'avez pas ça, la productivité de vos champs risque de diminuer de manière drastique. Et là, maintenant, ils sont en train de créer en fait, des petits robots justement, qui se baladent dans les champs et qui, avec des lasers, tuent les pucerons. En fait. Tuent les pucerons avec des lasers. C'est pas une blague, hein, certains robots ont tué 20 lasers. Ah oui, oui, oui. Et donc, ça vous permet, en fait, grâce justement à ces techniques d'intelligence artificielle, de gérer en fait cette invasion d'insectes, parce que ça existe, ces invasions d'insectes, sans devoir vraiment polluer le sol. Donc vraiment, je vous dis, énergie, intelligence artificielle permet vraiment de revisiter la manière dont on marche. Reparlons maintenant du problème qui nous occupe le soir, trop de CO2 dans l'atmosphère. C'est vrai qu'on a 413, 415 ppm dans l'atmosphère, 280 au début de la révolution industrielle. On croit à 3 ppm, maintenant c'est un peu 2 ppm, apparemment on est plus à 3 ppm, on ne sait pas du tout comment ça va évoluer. Mais quand même, je reviens en fait sur ce qu'Edwin a dit, qui a mentionné ces idées-là, c'est la capture directe du CO2 dans l'atmosphère. Enfin, je veux dire, à partir du moment où vous avez un problème, vous avez trop de CO2 dans l'atmosphère, c'est quand même évident que vous devez construire une machine, ça me semble évident, pour aller rechercher le CO2 dans l'atmosphère. Vous avez de l'eau dans votre cave, de l'eau dans la cave, vous prenez une pompe, vous enlevez l'eau de la cave. Moi, je ne comprends pas pourquoi on puisse même douter de ça. Et alors, c'est en plus une technologie assez simple. Qu'est-ce que vous faites pour l'avoir? Vous mettez des ventilateurs, la plus standard, vous faites passer de l'air, un souffle de l'air dans une solution de carbonate de potassium. Le carbonate de potassium a comme particularité que lorsqu'il est en contact avec du CO2, il absorbe le CO2. Et puis vous réchauffez la solution de carbonate de potassium quand elle est saturée en CO2 à 800 degrés, des choses là, il libère le CO2 et donc vous isolez le CO2. Vous savez, on va discuter ce qu'on va faire après du CO2. Bien entendu, ce genre de choses consomme de l'énergie. Il y a les ventilateurs, il faut chauffer la solution de carbonate de potassium, ça prend de l'énergie. Mais il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème maintenant, puisque l'énergie est extrêmement bon marché. Donc c'est des choses en fait, que vous pouvez vous permettre de faire. C'est des choses que vous pouvez vous permettre de faire. Vous pouvez très bien imaginer tapisser en fait, le Sahara de panneaux photovoltaïques, ça c'est de l'électricité pour les ventilateurs. Pour la solution de carbonate de potassium, sans doute que ce ne sera pas de l'électricité, ce sera du solaire concentré. Des simples miroirs, qui se focalisent en fait vraiment sur un récepteur au travers duquel passera la solution de carbonate de potassium que vous chauffez à 800 degrés, c'est possible avec en concentrant le solaire, et vous capturez le CO2. Il y a une société Carbon Engineering, vous allez me dire Damien est complètement fou. Il y a une société Carbon Engineering à Vancouver, canadienne en fait, qui a levé 70 millions de dollars, même 72 millions de dollars, pour construire en fait une usine capable de capter 2 millions de tonnes de CO2. La surface de cette usine, c'est 10 hectares. La Belgique, c'est 120 millions de tonnes de CO2, plus ou moins. Donc ça fait 60 usines comme ça, et vous êtes neutre au niveau CO2 en Belgique. 60 usines, c'est 600 hectares. Ça fait 600 hectares, ça ne me semble pas excessif. Le prix de ça, entre 100 et 150 euros par tonne de CO2 capturé, si vous avez accès à une source d'énergie, d'électricité bon marché, voire même moins. Je pense qu'avec du photovoltaïque, ou si vous mettez ça dans les déserts, vous pouvez descendre à 50 euros la tonne. Donc ça veut dire qu'avec 5 milliards, 5-6 milliards d'euros par an, la Belgique a capté tout son CO2 qu'elle a eu, donc elle est neutre en CO2. Alors quoi faire avec le CO2? Donc, la première chose, vous pourriez le liquéfier et l'envoyer sous terre dans d'anciens champs gaziers. Ce n'est pas l'idéal, parce que si vous avez une fuite et qui repart par exemple dans l'eau, ce n'est pas l'idéal, parce que là vous allez acidifier, vous avez un gros problème d'acidification des océans qui risque de se créer. Si vous avez une fuite vers la Terre, c'est encore pire, parce que le CO2 est un gaz
assez dense, donc il ne va pas très bien se diffuser. Donc vous pourriez vraiment avoir une bulle immense de CO2 qui se crée. Je vous passe les détails, les gens mourront asphyxiés. Ah oui. Et alors, la troisième solution qui est vraiment très intéressante et qui est en train de se développer, c'est vraiment de retransformer en fait, le CO2 en charbon. Vous le transformez en charbon. Et vous ferez une montagne de charbon, bien entendu, pour séparer le C de l'oxygène, il vous faudra de l'énergie. Donc vous ferez d'immenses montagnes de charbon. Et ça, on sait que, bon, c'est parce qu'on pense que c'est beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, on sait bien qu'il peut y avoir des aires glaciaires aussi qui peuvent se créer, des énormes tremblements, des choses comme ça. Et alors là, vous mettez le feu à tout le charbon pour éviter ce refroidissement. J'y pense réellement, mais je pense de toute façon avec les meilleures connaissances qu'on commence à avoir au niveau du climat, on va venir avec des mécanismes en fait, de régulation globale du climat. Alors il y a autre chose qui est aussi très intéressant à faire avec ce CO2. Vous avez capturé votre CO2, vous avez toujours accès à votre électricité très très bon marché, avec laquelle vous faites une électrolyse de l'eau. Donc H2O, vous faites électrolyse de l'eau, de l'hydrogène et de l'oxygène, et vous prenez par exemple votre CO2, que vous mélangez avec de l'hydrogène, vous chauffez le tout à 400 degrés, et pour tous ceux qui ont suivi un cours de chimie de base, ils savent que quelque chose va apparaître, c'est la réaction de Sabatier, en fait, qui va vous créer du CH4 et de l'eau. En fait. Et donc vous pourriez en fait créer, comme ça, avec le CO2 que vous capturez dans l'atmosphère, avec l'hydrogène que vous créez à partir de l'électrolyse de l'eau, du CH4, qui est du gaz naturel, c'est ce qui arrive au port de Zeebrugge, de Russie, du gaz naturel, j'ai envie de dire qu'il est vert, non, qui va émettre de CO2 quand vous le voulez, mais c'est du CO2 que vous avez capturé. Alors vous allez me dire, c'est complètement fou de créer ça, parce que ça coûte beaucoup trop cher. C'est complètement fou, ça coûte trop cher. À partir du moment où vous avez du photovoltaïque à 10 € par mégawattheure, une électricité bon marché, ça ne coûte pas cher. Moi, je pense qu'on peut y arriver en production de ce gaz-là pour 2025, 2024-2025, avec déjà des gros prototypes qui peuvent aller taper au niveau du prix pour le gaz naturel entre 35 et 40 € par mégawattheure pour le gaz naturel. C'est pas catastrophique puisqu'on était il y a quelques années à 28 € maintenant pour le gaz naturel. On est tombé un peu plus bas, 17-18 € parce qu'il y a eu cette émergence du gaz de schiste américain qui a amené beaucoup de gaz naturel sur le marché et a fait tomber les prix. Donc, ça veut dire que vous pouvez commencer à avoir un hydrocarbure, du CH4, des choses comme ça. Enfin, vous pouvez avoir un combustible fossile, du CH4, qui commence à arriver dans la zone de prix du mégawattheure pétrole. Le mégawattheure pétrole, il est à 40 € par mégawattheure, et on sait faire d'autres choses que du CH4. Vous pouvez vous pouvez faire aussi une coélectrolyse de l'eau et du CO2, qui vous produit à la fois de l'hydrogène et du CO, et de l'hydrogène et du CO, vous pouvez produire toutes les chaînes C2N, H2N plus 2, et donc C2N, H2N plus 2, c'est vraiment vos hydrocarbures. Et cette réaction-là, pour la petite histoire, hydrogène plus CO, c'est la réaction de Fischer-Tropsch pour faire des hydrocarbures. Fischer-Tropsch qui était un chimiste allemand des années, qui a inventé sa réaction au début des années 30, et l'Allemagne nazie utilisait, c'était pas un bon exemple, mais l'Allemagne nazie a utilisé en fait cette réaction de Fischer-Tropsch pour là transformer du charbon en hydrocarbures. Elle n'avait pas accès à des champs de pétrole très très généreux, il produisait jusqu'à 110 000 barils de pétrole, d'hydrocarbures par jour en utilisant cette réaction. 26 000 publications scientifiques sur Fischer-Tropsch ces 3 dernières années, tellement ça devient chaud. Donc vraiment quelque chose qui est en train d'arriver à toute vitesse dans le modèle de la transition énergétique, c'est vraiment ces hydrocarbures. Et ça vous change complètement la donne. Ça vous change complètement la donne. Parce que si vous arrivez à les produire à bon marché, il n'y a plus de problème de transition énergétique. Plus de problème avec les réseaux de gaz, plus de problème avec l'aviation, rien du tout. Rien. Vous pouvez en fait terminer, j'ai presque envie de dire, rapidement, même la discussion autour de la transition énergétique, parce que vous pourriez avoir un produit de substitut pour le pétrole, qui n'est pas plus cher, à mon avis, il sera même un peu moins cher que le pétrole, qui a exactement les mêmes caractéristiques. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. J'ai d'autres idées, en fait, pour
écologique. Et voilà. Et donc moi je pense, en fait, hein, si je dois faire un pronostic dans nos émissions de CO2, jusque 2030, vous n'allez rien freiner. Manifester tout ce que vous voulez, pour moi c'est impossible, mais je pense que ces technologies-là vont commencer vraiment à rentrer en maturité. Elles sont à maturité, mais il faut entrer à très très grande échelle. On dit qu'elles 110 millions de barils de pétrole par jour, un peu après 2030, et vous pourriez avoir, grâce à ces technologies-là, un basculement extrêmement rapide. Donc vous allez vraiment souffrir pour contrôler vos émissions jusqu'en 2030. Et puis je pense qu'entre 2030 et 2040, en fait, vous allez naturellement en fait, tuer ce problème en fait, des émissions de gaz à effet de serre parce que cette technologie rentrera à maturité. Là, vous avez un produit de substitut parfait pour le pétrole, le gaz et le charbon. Substitut parfait, pourquoi? Parce qu'il a une et qu'il est parfait. Voilà, merci pour votre attention.